Salut, bienvenue au Buena Partida Podcast Club de l'association Buena Partida Social Club à Toulouse. On est tous ensemble réunis pour parler de jeux de société et de choses qui nous plaisent. Et ce soir, autour de la table, on a Jules. Bonsoir Jules. Bonsoir Yog. On a Lu. Salut Lou. Salut. Salut Émilie. Salut. Bonsoir Waimi. Bonsoir Yog. Bonsoir Arthur. Salut. Et salut Emeline. Bonsoir. Alors Emeline, je vais commencer par toi. À quoi as-tu joué récemment ? Alors hier, j'ai joué à Gizmo. C'est un petit jeu de collection où il va falloir faire des combos avec des cartes que l'on prend au centre. Ça ressemble un peu à Splendor au centre où il y a 3 âges et il faut prendre des cartes différentes. Et j'ai trouvé ça assez malin, c'est sympathique et c'est intelligent parce qu'il va falloir essayer de faire des combos avec ces cartes et réfléchir à si je prends telle carte, alors je vais avoir telle énergie. Alors si je prends une énergie jaune, alors je peux piocher une autre énergie, etc. Et c'est assez sympathique et ça dure un peu moins d'1 heure. Voilà, donc c'est un petit jeu familial plus à faire tester. Et si je me rappelle bien, ils ont un vocabulaire particulier, ils parlent de bidules, c'est des bidules qu'on fabrique. Voilà, exactement, on fabrique des bidules. Ouais, et on a des super énergies, moi j'adore les petites billes, elles sont trop jolies. Ouais, voilà. Je trouve que c'est un jeu qui est plutôt bien édité. Arthur, à quoi as-tu joué récemment ? Alors récemment, j'ai joué à It's a Wonderful World, donc avec le mode campagne, donc tester la première campagne. J'aime beaucoup ce jeu que j'ai eu à Noël, donc c'est un jeu de draft avec civilisation. Big up au Père Noël. Et donc la première campagne, elle amène vraiment des choses en plus ? Elle commence, je pense, pour avoir fait que la première campagne, oui, ça commence on fait un choix en fait au sein de du premier scénario et ça va se répercuter sur les différentes campagnes. Donc à tester. Chouette. Pour la suite. Waimi, à quoi as-tu joué récemment ? Récemment, j'ai joué un peu à Minecraft, le jeu de plateau, qui pour une licence est pas déconnant, vraiment à 90% des productions de jeux à licence. J'ai joué un peu à Cryptid, qui est un jeu de déduction chacun pour soi, où on cherche une créature sur un plateau, sur un paysage, et on a chacun une partie de l'information. Et il faut essayer de trouver l'information que possèdent les autres pour comprendre quelle est la bonne case dans laquelle se trouve la créature. Et j'ai beaucoup fait de Crew. Voilà. Si vous n'avez pas entendu parler de Crew, foncez quand ça sortira. Foncez quand ça sera réédité. On va en parler ce soir. Ouais, on va en parler. Donc, en 2 mots, c'est un jeu de clic coopératif. Si vous vous demandez comment ça se passe, on en parle tout à l'heure. Émilie, à quoi as-tu joué récemment ? J'ai joué à un jeu qui s'appelle La vie de Billy Kern. Je me trompe pas sur le titre. Billy Kerr. Okay. Billy Kerr, pardon. Et c'est un jeu où alors c'est le pitch, et on a une personne qui est en hôpital, qui a l'article de la mort. Et en fait, il va falloir retracer ses souvenirs, remonter dans ses souvenirs, voilà. C'est un thème assez léger, manifestement. Oui, c'est un thème joyeux. D'accord. Et c'est une énorme campagne à faire ou ça se présente comment ? 10 scénarios, c'est pas très très long, je pense que ça dure entre 30 minutes et 1 heure chaque scénario. D'accord. En fait. Et t'as pu te faire les 10 ? Non, j'ai pas encore été jusqu'au bout. Et il y a les objectifs changent à chaque fois quand même en fait. C'est pas toujours la même chose qu'on doit faire. C'est toujours autour des souvenirs, mais certaines fois il faut des souvenirs précis, d'autres c'est plus général. Okay. D'accord. Et en fait, en sensation de gameplay, comment on joue concrètement ? Parce que ça fait partie des choses qui sont sorties récemment, j'imagine. On reconstitue des souvenirs à la manière de jeux un peu visuels à la Mysterium, ou comment ça se passe ? En fait, il y a des cartes qui vont représenter au début des souvenirs flous. Donc, comment c'est représenté ? L'image est floue, en fait. On voit pas bien ce que ça représente. Par différentes actions, on va réussir à obtenir le souvenir précis de ce moment-là, où on va savoir ce qui s'est passé. Et là, l'image qu'on a est vraiment nette, c'est une vraie image. Sachant qu'il faut gérer l'état de santé du patient qui se dégrade. Des fois, il y a des crises, donc chacun joue un médecin ou un personnel hospitalier. Et il faut arriver à gérer les urgences tout en prenant des actions pour interroger le patient, pour qu'il nous raconte sa vie, etc. D'accord, donc, et c'est coop ? Il faut le maintenir, ouais, c'est coop. Et il faut quand même le maintenir en vie tout en réussissant ce que le scénario demande. Il y a un rapport avec Holding On. Ouais, c'est carrément ce jeu-là. Ouais. C'est la version française de ce jeu-là qui vient de sortir. Okay. Holding On est paru il y a SN 2018, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Et donc la version française vient de sortir. C'est effectivement un jeu coopératif où il faut gérer l'absence de personnel en milieu hospitalier. D'accord. Alors, on n'est pas assez tout à fait d'actualité. C'est un jeu d'actualité. On n'est pas assez nombreux pour faire toutes les gardes du matin, du midi, du soir. Donc il faut choisir à quel moment on dit toi tu vas bosser 2 fois dans la journée, ça va te stresser et tu te débrouilles. Et s'il faut que tu partes en burn-out, tu partiras en burn-out.
mais on fait passer le patient devant. Lou, à quoi tu jouais récemment? Alors, entre 2 parties de Projet Gaïa, j'ai joué à Adara, qui est un Z-Man Games aussi. Un petit jeu qu'on a à l'assaut depuis pas longtemps d'ailleurs. Ça joue de 2 à 5, familial, des règles ultra simples, un peu la collection à la Seven Wonders. Ça se rapproche très rapidement d'un Seven Wonders, avec le draft en moins, on va dire. Et donc voilà, les parties durent 1 heure à tout casser, même à 5 joueurs. Donc, je suis curieux de savoir ce que c'est qu'un Seven Wonders sans le draft quand même. Celle-là, c'est un jeu de collection. Ouais, d'accord. Tu collectionnes des cartes et puis voilà. Quoi. Ils appellent ça un jeu de civilisation, mais il n'y a pas grand-chose en civilisation. Il y a 3 âges où on va prendre des cartes. C'est peut-être le côté de 3 âges aussi qui fait assez Seven Wonders. Peut-être. Avec différentes couleurs à collectionner qui font différents types de points. Et ultra accessible. Pas de temps mort entre les tours parce que tout le monde joue en même temps et c'est bien, c'est fluide, dynamique. Très bien, Jules. Bien, j'ai enfin terminé la campagne de détective. Donc c'est le jeu qui a été primé il y a 1 an, l'As d'Or Expert. Et c'est très très bien Détective. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu d'enquête coopératif. Un peu dans la lignée clairement du jeu Sherlock Holmes Détective Conseil, où on va essayer de résoudre 5 scénarios qui ont tous l'intelligence d'être très différents, avec des mécaniques qui sont apportées dans chaque scénario. Et comme chaque enquête dure au moins une soirée, on est sur 3-4 heures moins de partie, et ça s'étale dans le temps, et ça y est, j'ai la joie d'avoir vu le bout de tout ça. Et 3-4 heures, c'est une partie rapide en plus, Détective. Hein. Ouais, t'as raison. T'y as joué à quelle configuration? T'étais combien de joueurs? On était 4. Mais de toute façon, c'est le genre de jeu où plus tu es nombreux, plus tu vas avoir le plaisir de pas être d'accord sur les points de vue et donc d'argumenter longtemps. S'il y a un consensus, peut-être que tu auras tort ou raison, mais c'est pas très marrant. Les jeux de société, le plus riche, c'est quand les joueurs font un peu la partie. Et donc si les débats s'éternisent, c'est là où tu prends un plaisir énorme de devoir argumenter bec et ongle ton point de vue. D'accord, très bien. Maintenant que tu as fini, tu vas pouvoir attaquer l'extension avec les 3 nouveaux scénarios dans les années 80 à Los Angeles. Et il y a même une nouvelle saison qui sort, qui s'appelle saison 1, qui apparemment est bien plus grand public. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais ils l'ont annoncé il y a pas longtemps. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un tableau blanc et du matériel ou pas? On m'a dit ça. Oui. Tu rêves d'avoir un tableau blanc régulièrement quand tu joues. Les photos supplémentaires aussi en goodies ou. Alors maintenant, c'est plus en goodies. Maintenant, quand tu achètes la boîte en magasin, c'est intégré dans la boîte. C'est juste indispensable. Et c'est génial, c'est des polaroids des suspects, enfin des différentes personnes, des différents protagonistes de l'enquête. Les personnages d'intérêt. Voilà. Mais si t'as un tableau blanc et que tu peux faire des flèches entre tout le monde, tu te régales encore plus parce que c'est le bordel. Mais c'est ça qui est assez malin, c'est que t'as pas de fausses pistes, mais tu as des milliards de pistes à bracabantesques qui te passent par la tête et tu te dis tout le temps mais en fait c'est pas ça du tout. En fait c'était lui. Et tu refais le film dans ta tête 10 fois dans une seule partie. On va passer aux news. Parmi les choses qui sont sorties récemment ou qui vont sortir, est-ce qu'il y a des choses qui vous font envie ou que vous avez testées? Tout à l'heure, tu parlais de The Crew. Tout à fait. Qui a chauffé beaucoup de monde, je pense, autour de cette table. Alors, il est sorti initialement, c'était un jeu allemand, je pense, parce qu'il s'appelait The Crew. Il était à Essen. C'est ça, il était à Essen, il est sorti pour Essen et apparemment il a bien buzzé parce qu'il est pour le moment introuvable. Il est en rupture partout. Alors, il est trouvable si on est prêt à mettre 60 € dans un jeu de cartes. Pour les frais de port? Non, juste pour le jeu. Un jeu qui contient 2 fois 40 cartes. Il en vaut 15 à peu près. 15 voilà, €. C'est un petit jeu de cartes format Cosmos. On va plutôt attendre la réédition, voir la version française. Ça devrait arriver mars ou cet été. Juin plutôt, je crois. Hein. C'est la version chez française, Yellow. La version française, c'est juin. La réédition allemande devrait être en mars. Alors la réédition allemande, c'est des cartes, c'est un jeu de pli, donc on va retrouver des cartes dans 4 couleurs numérotées de 1 à 9 et des cartes d'atout qui vont dans la 4. Il n'y a pas spécialement de texte. Par contre, il y a quand même tout le journal de bord, puisque le principe c'est qu'on est des astronautes et qu'un objet stellaire a été détecté au bord du système solaire, un objet de taille imposante qui pourrait être une 9e planète. Et on a envie d'aller envoyer une expédition pour explorer, pour voir si effectivement il y a une planète au bord du système solaire. Donc nous sommes les astronautes chargés de partir dans la navette. Donc ça c'est le pitch, mais c'est clairement pas un jeu à scénario. C'est le pitch, et alors, il y a quand même des scénarios, parce qu'il y a 50 étapes, 50 missions que tu vas devoir franchir. Donc le principe, c'est un jeu de pli coopératif. Grosso modo, à chaque étape, il va y avoir des contrats à faire.
gère des contrats. Le capitaine est désigné comme étant celui qui a le 4 d'atout, donc la plus forte carte. Il va faire un pli, ça on en est sûr. Il fera un pli. Le jeu de pli, c'est qu'on est obligé de fournir la couleur demandée. Le premier joueur joue une couleur, si tu en as, tu dois la jouer. Si tu n'en as pas, tu joues ce que tu veux. Et le principe, c'est que la plupart du temps, tu as des contrats. Mettons qu'il y ait 3 contrats au milieu de la table. Le capitaine doit en prendre un, le suivant dans la table en prend un, et le suivant dans la table en prend un. Les contrats, c'est-à-dire que moi, je dois faire le pli qui contient le 5 bleu. Voilà, c'est mon contrat. Ouais. Je me débrouille comme je veux, et vous allez m'aider à ça. Mais il faut que je récupère le pli qui contient le 5 bleu. Et quand tu regardes ta main, tu te rends compte que c'est complètement infaisable, et c'est là où ça va être coopératif, et c'est là où ça juste va être en faisant des plis. En même temps, si tu es le capitaine, le premier joueur à choisir, tu choisis celui qui t'arrange le plus. Mais tu choisis aussi en fonction de ce que tu as, pour pas laisser des trucs trop pénibles aux autres. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que ça parlera tout de suite à tous les gens qui connaissent la belote, la coinche, le tarot, parce que c'est le même jeu, mais tu as la surprise de faire ça totalement coopératif. Et c'est comme, moi j'ai passé beaucoup de nuits étudiant à jouer à la coinche non-stop. Et si on avait eu l'opportunité d'avoir ce jeu coopératif, je crois qu'on serait devenu fou. On serait encore scotché devant la table à jouer à ça. Mais on avait le Gang of Four pour ça. Sinon, ils auraient rendu fou pareil. On peut jouer jusqu'à combien à The Crew ? On peut jouer de 3 à 5 et il y a une variante à 2 joueurs. Je déconseille de jouer à 3 ou à 5, parce qu'à 3, c'est beaucoup trop facile, parce qu'on a tous un tiers du jeu. Et du coup, on va faire 13 plis et c'est beaucoup plus facile de faire les contrats dans ces conditions. À 5, c'est compliqué parce qu'on a que 8 cartes. Donc, on a beaucoup moins d'informations sur le jeu. Il y a un petit bonus quand même à 5, non ? Il y a un petit bonus à partir de la 25e étape. Ah ouais. Donc, 25 première, moi, je l'ai jamais vu passer, le bonus. Hein. Mais à 5, c'est extrêmement difficile, mais t'as quand même cet aspect du jeu d'Ian Retry où tu vas faire 10 fois le scénario 7 sur 50. Et au bout de la 10e fois, c'est victoire, enfin on y arrivait. À 4, c'est moins ce délire à perdre beaucoup trop de fois d'affilée. Mais à 3, tu peux pas le rattraper parce que là, c'est trop facile et tu y peux rien. Et puis à 5, ça a l'avantage que les autres joueurs ne t'attirent pas les foudres des autres joueurs trop fréquemment. Ça redispatche un petit peu. On n'a pas vu que c'était toi le traître. Ouais, voilà, c'est moi, ça. je préfère le jeu à 4 parce que je n'aime pas trop le côté d'Alien Retry. C'est j'essaye un truc et puis ça passe pas, c'est pas grave, on recommence. Non. Moi, ce que je veux, c'est arriver à faire la mission qu'on m'a donnée. Trouver un moyen. Même si ça semble compliqué, chercher, trouver un moyen. Donc pour ça, pour moi, la configuration à 4 est idéale. La configuration à 2 est pas mal aussi. Parce qu'on a chacun 13 cartes. Il y a un 3e joueur fictif dont on ne voit que la moitié des cartes. Il y a 7 cartes face cachée et 7 cartes face visible dessus. Et il faut faire avec. Le capitaine prend toutes les décisions pour lui. Et il faut faire avec ce joueur fictif. On n'a pas toutes les infos. Ça marche assez bien. Alors, à 3, tu peux l'adapter aussi. Tu vires une couleur et tu vires le 4 d'atout. Et donc, t'as moins de plis dans la main et ça ressemble à un jeu à 4 en termes de difficulté. Ok. Et après, je reviens sur le côté pitch et histoire du jeu. Donc, le jeu, le matériel est des cartes encore une fois numérotées, donc soit en allemand, on s'en fout. Mais il y a quand même un journal de bord qui va te décrire les différentes étapes de ton voyage, les 50 étapes, et qui va commencer par bonjour, vous êtes des astronautes, vous arrivez au centre d'entraînement. La première étape, c'est apprendre à vous connaître. Donc ça va être très simple. La première partie, tu la fais en 30 secondes à 2 minutes, à peu près. Et puis au fur et à mesure, les missions se complexifient. Et puis l'histoire te raconte que tu apprends à gérer plusieurs choses à la fois. Tu apprends à gérer les priorités. Donc il y a des contrats qui doivent être faits avant d'autres. Tu apprends qu'un joueur est malade et ce joueur-là ne doit pas faire de pli. Voilà, les missions vraiment se complexifient petit à petit. Et elles collent avec l'histoire. Et elles collent avec l'histoire qu'on te raconte. Donc ça, c'est sympa. Cette histoire se trouve sur Board Game Geek. Ce journal se trouve en anglais sur Board Game Geek pour l'instant. Mais on gagne vraiment à suivre cette histoire et à enchaîner l'émission en collant au plus à ces histoires. Le jeu, il a été localisé en anglais pour l'instant ou il est que en allemand ? Pas que je sache. Toutes les recherches que j'ai faites, parce que ça fait 2 mois que je le cherche à peu près, je n'ai vu que des versions allemandes. J'ai vu une boîte avec The Crew écrit dessus quand même. J'ai vu des illustrations de The Crew. Ce sera probablement la version anglaise, mais pour autant que je sache, elle n'est pas sortie. Ok. Elle n'est pas encore sortie. Et donc la version française, ça sera éventuellement peut-être l'équipage. Ouais, peut-être. C'est pas la 9e planète. Nostromo. Bref. Bon, mais ça m'a l'air vachement réjouissant et très original quand même, parce qu'un jeu de pli coopératif dans l'espace, c'est à surveiller. Jules, je crois savoir que tu voulais nous parler d'un petit bébé qui pèse 10 kilos. Ah, tu parles de Gloomhaven. Ah oui, effectivement. Ouh là 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 là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui pèsent 10 kilos.
Est-ce que tu y as joué toi aussi à Gloomhaven? Pas assez. Mais ça t'intéressait? Alors pas assez. Mais je l'ai, mais j'y ai pas joué assez. Moi j'ai fait une partie, je pense que j'ai fait la seule partie au monde qui a pas marché. Ah ouais, ça veut dire quoi pas marché? Alors on peut vite fait, avant de parler de tes déboires, dire ce qu'est Gloomhaven. Vas-y. Gloomhaven, c'est un jeu à scénario coopératif ou un jeu de rôle aussi. Il y a un gros aspect jeu de rôle où on va avoir chacun un personnage que l'on choisit en début de campagne, une immense campagne de 100 scénarios jouables, et on va taper des méchants. Pour l'instant, les scénarios que j'ai faits, et peut-être qu'il y a d'autres gameplays, mais à chaque fois, on était dans des cryptes et il fallait affronter des hordes de zombies ou autres méchants. Et tu vas, au fur et à mesure des campagnes, gagner des points d'expérience et développer des personnages, quitte à même, au fur et à mesure de la campagne, débloquer de nouveaux personnages et changer de héros pour tenter d'autres manières de jouer. Car chaque personnage a un deck qui lui est propre, qui transforme un peu son gameplay. Bon, c'est quand même l'incarnation en jeu de plateau du hack and slash. On est porte-monstre trésor classique, et après on a une trame legacy derrière qui fait qu'on va évoluer dans un univers où on va avoir une carte qui va se modifier, on va avoir un journal de quête, on va avoir des embranchements de scénarios, mais après on est sur, je crois qu'il y a une douzaine de personnages différents. Je crois qu'il y en a 17, mais c'est ça, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a une grande quantité. T'es dans un Diablo, dans un jeu de rôle, enfin c'est très très proche du jeu vidéo dans l'expérience, enfin dans la culture qu'on peut avoir, l'expérience qu'on veut nous faire vivre, où tu as un plateau immense qui en fait n'est qu'une carte, sur lequel tu vas coller au fur et à mesure de l'emplacement de nouvelles missions, même l'emplacement de quêtes annexes, et l'équipe qui joue choisit à la fin de chaque scénario quelle mission il va explorer la partie d'après. C'est vraiment ça, j'ai l'impression que ça revisite en fait vraiment les sensations qu'on a dans le hack and slash, à essayer de looter les meilleurs équipements, essayer de repartir encore plus stuffé pour aller défoncer du monstre qui est encore plus fort. Oui. Et ensuite, on va, à un moment donné, on va dire au revoir à ces personnages parce qu'ils vont prendre leur retraite. C'est ça. Ils ont une petite mission de départ, et le jour où ils ont rempli cette mission, le personnage s'en va et tu pourras enfin débloquer un nouveau personnage. Mais ce côté loot est assez important parce que un grand plaisir du jeu, c'est de voir son personnage évoluer comme tu le décides. Et donc, ça va être grâce aux points d'expérience acquis à chaque fin de scénario, grâce aux trésors trouvés. C'est là où tu as envie d'enchaîner les parties, car c'est qu'à force d'accumuler les parties que ton personnage évoluera vraiment. Ben voilà, encore un beau bébé sur lequel on va passer beaucoup de temps parce qu'il y a une centaine de scénarios, plus tout ce qu'on peut trouver à côté d'extensions et de scénarios qui ont été faits par des fans. Et donc Waimi, ça a foiré, toi? Ouais, moi un scénario m'a suffi. Je dis pas que je pourrais pas y rejouer, mais il y a tellement d'autres jeux à faire que j'ai pas repoussé l'expérience. En gros, on jouait à deux. J'avais un personnage qui était une espèce de barbare et à côté de moi un magicien. Rapidement, le magicien s'est mis à faire plus de dégâts que moi. Je n'ai pas compris, comme pour un barbare. Et puis j'avais une petite quête, la quête de mission, je ne me rappelle plus comment ça marche, c'est il y a plus d'un an, où je devais contre-attaquer ou faire des points d'XP. Je vais faire des points d'XP. D'accord. Et j'avais une carte qui, quand je contre-attaque, me faisait des points d'XP. Sympa, ça colle bien, je vais pouvoir essayer de la placer. Première fois où je la place, alors il faut savoir que le comportement de l'adversaire est tiré au hasard dans un paquet de 8 cartes, je dis pas de bêtises. Première fois où j'essaie de la placer, l'adversaire n'attaque pas. Ah oui. Du coup, je contre-attaque pas. Ouais, ok, bon, très bien. Pas grave. Quand tu finis ta main, tu récupères tes cartes, donc je reprends mes cartes, j'en ai mis 2, je crois, parce que ta main est de plus en plus petite au fur et à mesure du jeu. Deuxième fois, j'essaie de la placer. C'est la fois où l'adversaire est plus rapide que moi. Donc sa carte passe à la mienne, donc il m'attaque et j'ai pas le temps de contre-attaquer et c'est encore raté. Donc ton petit objectif était foutu. Mon petit objectif était Après cet objectif, ça te donne juste des XP en fait. Oui, tout à fait. Mais c'était juste que ça a passé. Fallait crier chaussette. Ouais, c'est ça. J'essaie de le placer comme une troisième fois, il n'y a pas de raison. Et là, le type qui nous l'expliquait dit par contre, j'avais oublié de te le dire. Ces personnes-là, ces attaquants à distance, donc avant d'attaquer, parce qu'ils ont un malus quand ils attaquent au contact, avant d'attaquer, ils se reculent. D'accord, mais du coup, comme moi je suis au contact et qu'ils sont reculés, je peux plus contre-attaquer. Non. Ok, fuck it. Bon, t'as foiré. Oui, voilà, c'est ça, j'ai foiré. Je me sentais complètement en maîtrise du truc. Après, comme plein de jeux à scénario, c'est peut-être pas un jeu de stratégie, c'est un jeu qui nous raconte des histoires, et quand on foire, c'est un beau film où les héros ont fait n'importe quoi. T'avais un barbare pas très intelligent, ça se tient. Ça doit être ça. Les ennemis trop intelligents pour moi. Ça dure combien de temps, un scénario environ ? Alors, pour l'instant, ça dure trop longtemps.
Les parties qu'on a fait duraient 4 heures et on a pris la résolution. Comme à chaque fois on a vraiment plié le jeu, on a pris la résolution de jouer plus vite. Et donc, quitte à perdre, au moins les parties dureraient peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Et donc, on aurait plus de fois ce plaisir de XP pour enchaîner les niveaux. Parce que 4 heures, c'est un peu énorme à juste taper des gros méchants qui viennent en chaîne devant toi. Et toi, Jules, est-ce que tu jouais avec l'application ? J'ai cru savoir qu'il y avait une application qui permettait de gérer le comportement des monstres et se dédouaner de la manipulation des cartes, etc. Mais tout en gardant le plaisir de jouer. Il paraît qu'elle est bien faite, mais on a décrété qu'on l'utiliserait pas parce qu'on n'a aucun déplaisir pour l'instant à utiliser le matériel tel quel. À part les parties de 4 heures. Ouais, mais le matériel n'est pas mal mis en place, enfin n'est pas mal organisé. Et puis on préfère passer 4 heures loin d'un téléphone, plongé sur notre petit plateau avec tous ces petits monstres. Et Gloomhaven qui est premier BGG, et moi je trouve que ce qui est intéressant pour Gloomhaven, c'est quand même le jeu qui devait ne jamais sortir en retail, qui est sorti en retail en anglais, et tout le monde sait. Qu'est-ce que le retail ? C'est la vente au détail. En boutique. En boutique, exactement. Merci Waimi. La vente en boutique, et finalement, après un moment d'attente, il est localisé, sorti en français. Bon, j'ai entendu dire qu'il y avait quelques cartes espagnoles au milieu. Ah, on attend le correctif, mais alors, il paraît aussi je pense qu'il est en rupture ou quasiment en rupture et qu'il sera pas réédité en France. Donc c'est un jeu assez particulier où one shot, t'en verras passer qu'un. De toute façon, vu l'envergure, le temps qu'il faut y passer, le prix du jeu, c'est pas un truc que tu l'achètes quand tu le veux vraiment et que t'as pas beaucoup d'obligations familiales qui te prendraient du temps. C'est là où tu as raison en parlant d'un bébé, parce que ça prend à peu près autant de temps qu'un bébé si tu veux vraiment y jouer. Mais c'est plus propre. Bref, Emeline, tu voulais nous parler de choses que tu avais testées récemment. Oui, que j'ai eu aussi à Noël. Ouais. Donc, le Harry Potter Hogwarts Battle, qui est enfin sorti en français en décembre. Donc ça, c'est un jeu de deck building coopératif qui va de 30 minutes à 1h30, on va dire, en termes de partie. Et c'est un jeu qui se joue en campagne, parce que on joue dans l'univers de Harry Potter, et Harry Potter, il a 7 années de cours. Donc on va pouvoir faire les 7 années. Ça joue de 2 à 4, pardon. Et j'y ai joué avec Arthur à côté de moi, qui est mon Harry Potter. Tout à fait, oui. Alors, vous ne le voyez pas, mais c'est le sosie de Harry Potter. En blond. Donc le jeu est assez joli, il est dans une petite malle façon Harry Potter, etc. On va jouer 4 personnages de Harry Potter, donc Harry, Hermione, Neville et Ron. Et ça va être du deck building assez classique. Après, en termes de mécanique, c'est un peu comme Ion's End, en peut-être plus simplifié, je dirais. C'est-à-dire que on va avoir un jeu de 10 cartes de base. On va en piocher 5. On va les jouer au fur et à mesure. Ça va nous faire gagner soit des sous, soit des attaques, en fait, pour attaquer les ennemis. Soit ça va nous faire permettre aussi d'enlever, par exemple, des dégâts au lieu. Parce que le truc, c'est qu'on va perdre quand le lieu est pris par les ennemis. Ensuite, voilà, ça va être... on fait des dégâts, on achète des cartes avec nos sous, on se soigne, parce qu'on se fait souvent attaquer. Et on discute avec les autres des cartes qu'on a en main et de ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce que toi tu vas pouvoir le tuer ? Comme ça, moi je te soigne plus tôt parce que tu risques de y passer avant la fin du tour. Et c'est assez sympa, c'est super immersif. Alors vous, et en ça fait, va vite. Dans le jeu, vous défendez un territoire en fait. C'est un peu ça. Disons qu'il y a des lieux et si tu perds le lieu, tu vas perdre la partie. Mais en soi, c'est plus une attaque qu'une défense. Il faut tuer les ennemis avant que eux te tuent en fait. D'accord. Et les ennemis, comment ils sont gérés justement ? C'est quoi ? C'est un deck ? Alors, les ennemis, ils sont sortis, en fait. Tu vas avoir, au début du tour de chaque personnage, une carte événement qui va te faire des malus, du genre le joueur actif va perdre un cœur, ou tous les joueurs défaussent une carte, ce genre de choses. Et l'ennemi, il est placé et il a aussi un pouvoir qu'on fait au début du tour, ou qui réagit. Soit quand tu vas avoir tant d'alliés dans ta main, tu te défausses de tant de cartes. Ou si un malus est donné, alors tu perds aussi un cœur. Enfin, des choses comme ça en fait. C'est des réactions en chaîne qu'il faut surveiller et qui peuvent faire très très mal quand au fur et à mesure des années, il va y avoir plusieurs ennemis en même temps par exemple.
Donc là, avec Arthur, la 5e année, on l'a pas passé. Les 2 ennemis en même temps, avec les événements ensemble, ça a été compliqué. Vous avez joué à 2 ? À 4. On a joué à 4, oui. Configuration qui est peut-être un petit peu difficile, parce que du coup, les méchants ont le temps d'attaquer à chaque fois, et on peut prendre tous les dégâts des méchants. Donc les parties sont de plus en plus longues. Mais après, c'est vrai que c'est assez intéressant et sympa de retrouver tout l'univers Harry Potter. On voit vraiment l'évolution des héros et des méchants. Donc à chaque année, de nouveaux méchants se débloquent. Une petite question que j'ai sur le sujet. De ce que j'en sais, les méchants s'accumulent d'année en année. C'est-à-dire qu'à l'année 2, on va réaffronter le méchant de l'année 1, puis on ajoute une année 2. L'année 3, on a 3 méchants, dont 2 qu'on a déjà baffé 2 fois. Enfin, bref. Mais est-ce que ton deck de départ évolue aussi ? Est-ce qu'il change au début de chaque année ou est-ce que tu repars à 0 chaque année ? Ton deck repart à 0, c'est exactement le même à chaque année. Donc ça peut aussi permettre de le connaître bien. Ça permet de savoir ce que tu vas faire, ça permet aussi de connaître les ennemis qui reviennent, donc tu sais quel ennemi prioriser aussi quand il y en a plusieurs, en te disant oh là là, lui je sais qu'il va bien m'embêter, on va plutôt essayer de le tuer en premier et après on va passer à l'autre. Ce genre de choses, donc c'est assez sympa quand même. Après, c'est vrai que ça peut être un défaut, on a peut-être envie d'évoluer un peu plus vite son deck quand même. Après, il y a une évolution au niveau des personnages, puisque notre sorcier en première année, il a aucune capacité. Et après, à partir de la 3e année, on évolue au niveau du sorcier. Donc le deck ne change pas. On a toujours le même deck, mais le sorcier évolue, ce qui permet aussi de gagner en puissance, puisque les méchants deviennent vraiment méchants en fonction des années. Surtout quand ils sont à plusieurs. Moi, j'y avais joué aussi, et j'aime beaucoup Harry Potter, donc j'avais testé aussi. C'était un peu un truc qui m'avait assez agacé à la longue, c'est de recommencer toujours avec le même deck alors que t'es censé changer d'année. J'aurais aimé au moins conserver, je sais pas, une carte ou que ton deck évolue un petit peu, que tu partes pas totalement de 0 à chaque fois. Dans mon cas, c'était un peu frustrant. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que à la fin d'une année, qui représente une manche, j'imagine, à la fin d'une année, tu te débarrasses de toutes les cartes que tu as acquises pendant l'année en cours ? Oui, c'est ça, en fait. Toutes les cartes que tu avais achetées, elles reviennent au milieu, puis tu te retrouves avec juste tes cartes de base et tu recommences une nouvelle année à racheter des cartes, etc. D'accord. Donc, du coup, ton deck évolue pas d'année en année, en fait, ce que j'ai trouvé, moi, un peu dommage. Mais c'est le personnage qui évolue. Le personnage évolue. Après, ce qui se passe, c'est qu'aussi, comme les méchants s'additionnent, les parties sont plus longues. Et comme elles sont plus longues, en fait, le deck va devenir plus fort parce qu'on va piocher plus, on va acheter plus de cartes. Donc, le deck va évoluer parce que on part de la même base, mais on va aller plus loin parce qu'en fait, on va jouer plusieurs fois. Puisqu'il faut battre à chaque fois des méchants qui sont supplémentaires. Donc, on a des années qui sont de plus en plus longues au fur et à mesure de la partie. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Bah, ça m'a l'air clair. Et pour les fans de Star Wars, est-ce que c'est pour ceux qui n'aiment pas Harry Potter, qui connaissent rien du tout à l'histoire? En vrai, je pense que ça joue énormément. Le côté immersif, c'est ce qu'on disait avec Arthur. Lui, il aimerait pas y jouer si c'était pas Harry Potter. Je pense, ouais. Je me suis posé la question. Je pense que si c'était pas Harry Potter, il y aurait pas le côté immersif, retrouver tous les personnages. Donc, je pense pas que je m'y sois mis aussi facilement si c'était pas Harry Potter. Et à l'inverse, j'ai fait jouer une amie qui aime pas du tout jouer, mais qui adore Harry Potter, et on a fait les 3 premières années ensemble. Et donc, j'étais super contente de l'amener dans le jeu de société à travers ce biais-là. Ouais, donc ça m'a l'air d'être quand même une exploitation plutôt honnête d'une licence, en faire un produit qui n'est pas complètement pourri. Une de plus, Waymi. Oui, à 90%, il reste 10%. Ouais, non, complètement. Et puis surtout des Harry Potter, des jeux Harry Potter, il y en a eu. Et il n'y en avait aucun qui était, potable, il me semble. Peut-être le Cluedo, quand j'étais gamine, ça me plaisait bien quand même, le Cluedo Harry Potter, allez. Et sinon, pour les allergiques totales à Harry Potter, attendez Legacy de Aeon Send, qui devrait sortir en français bientôt, là. Ouais, qui est excellent. Bientôt, on attend. Ah, mais je sais pas, mais j'imagine. J'imagine qu'il va y avoir toutes les extensions qui sont sorties déjà en anglais avant ça, et ensuite on aura la première boîte d'extensions, plus les extensions qui vont derrière. Le Legacy, la campagne. Le standalone, le premier standalone, les 2 extensions qui vont avec, enfin bref, ça va être infinissable. Dans les Legacy deck building, on m'a dit beaucoup de bien de Clank Legacy aussi. Il va y avoir un Clank Legacy. Ouais, il va y avoir Clank Legacy qui est sorti en anglais. J'ai des amis qui ont passé 4-5 jours à jouer à ça en continu. Ça m'étonne pas. Il va y avoir un Time Bomb Legacy. Ah bon? Miniville Legacy aussi. Là, mais Time Bomb, tu Et c'est quoi un Legacy? C'est quoi? C'est l'héritage. Non, mais c'est que d'une partie à l'autre, tu modifies un peu le matériel de jeu. Donc, soit tu déchires des
des éléments, tu colles des nouveaux éléments, ou il y a peut-être des jeux qui sont un peu moins destructifs. Tu mets des cartes de côté. Oui, voilà, tu mets des cartes de côté. Tu ouvres des enveloppes. Tu ouvres des enveloppes et des boîtes qui contiennent des trucs dedans. Ok, je vous propose qu'on en fasse très rapidement un dernier, avant qu'on passe à la définition du jour. Donc exprimez-vous si vous avez une des sorties que vous vouliez aborder. Ça peut être sympa de parler de Cosmopolite. Cosmopolite. Est-ce que vous avez pu jouer à Cosmopolite ? Yes. Non. Pas du tout. Voilà. Cosmopolite, c'est une grande surprise du mois de janvier. J'avais eu la chance d'y jouer à Vichy, au Festival de Vichy, qui, je pense, est en octobre, qui était le jeu quasi fini. J'ai juste fait une partie depuis sa sortie officielle, mais ça se ressemble. Et donc, c'est un jeu coopératif où l'histoire nous place dans un restaurant. Et l'intelligence de ce jeu, c'est que un joueur a un casque où il entend des commandes de plats dans toutes les langues du monde. Ah si, j'ai joué à ça. J'avais pas retenu le titre. Il entend le nom d'un plat et il doit communiquer tant bien que mal le nom de ce plat à ses camarades pour qu'ils retrouvent sur leur carte où il est écrit phonétiquement le nom de tous les plats. Les cartes sont triées par région du monde. Il faut qu'ils retrouvent le plat et pour ça, parfois, il faut le répéter 10 fois parce que t'as beau l'entendre, t'arrives pas à le dire. Et une fois qu'on a retrouvé la carte, ça se valide assez facilement en allant chercher ailleurs les ingrédients demandés. Ça, c'est juste une manière de checker la carte. Et ça, t'as au début 6 tables, je crois, et ça augmente au fur et à mesure. Tu te retrouves, si tu vas assez loin, rapidement, avec 18 tables à faire en même temps, dans un temps limité de 6 minutes, je crois. Et ce qui est assez magique, c'est que tu n'as pas du tout besoin de réfléchir, de comprendre la règle, ni quoi que ce soit pour jouer. Quelqu'un entend un mot, il essaie de le répéter, et t'essayes de le lire sur tes cartes de manière phonétique. Alors tu l'entends comment concrètement ? T'as quoi ? T'as une application ? T'as un CD ? Comment ça se passe ? C'est totalement lié à une application, tu ne peux pas t'en passer, où des tables sont représentées dessus, parfois une table s'exprime et tu vas entendre le nom du plat dans le brouhaha du restaurant qui te perturbe un petit peu. T'entends les noms du plat qui s'enchaînent et il y a un joueur qui a le rôle de maître d'hôtel où il va noter lui tous les plats que tu vas dire parce que sinon ça devient un bazar immense. Donc un joueur note aussi bien qu'il peut tout ce que tu as dit et il va répéter ça aux autres joueurs qui eux fouillent dans toutes leurs cartes pour retrouver le plat en question. Donc une petite composante téléphone arabe peut-être entre celui qui écoute et le maître d'hôtel, puis ensuite le maître d'hôtel qui doit redonner les informations aux autres. Oui, t'as raison. Clairement, il y a cette force où on perd des informations et on va essayer sinon ce serait trop facile, donc on va essayer de garder le plus de sons possible qui nous semble pertinent pour retrouver le mot. Et purement coop du coup. Purement coop. D'accord. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il y a une vidéo du Passe-Temps qui est sortie hier, donc c'est vrai. Le 26 ou le 25, où ils sont 4 ou 5 à jouer à plusieurs jeux, dont Cosmopolite, et qui est vraiment sympa à regarder. D'accord. Alors en plus du gameplay qui est extrêmement évident, ce qui est notable dans ce jeu, c'est qu'il est très beau. Il y a Stéphane Escapa, je crois, qui a fait les illustrations. Il a fait une très belle boîte, toutes les cartes sont bien illustrées, c'est très très agréable, donc très accessible au grand public, et tant mieux parce que c'est un jeu grand public qui touche facilement tout le monde. Et en plus, il y a un énorme effort de l'éditeur Jeux au Plat, Florent Toscano, pour produire ces jeux en France. Et donc c'est un jeu qui coûte 24€, c'est-à-dire qui est aussi cher que ses concurrents, sauf que c'est le seul, à ma connaissance, dans cette catégorie party game, qui est fait en France. Et donc ça, c'est une grande performance, qui est le fruit de longues années de persévérance, où tous les jeux qu'il produit, il les fait en France. Et ça, c'est chapeau. Je pense que c'est une bonne leçon pour les autres éditeurs pour essayer de produire le plus localement possible leur jeu. Et les plats commandés via l'application sont dits avec des vrais mots des différents pays, des différentes langues. C'est pas les Sims qui parlent. Il faut. C'est pas une voix robotisée, quoi. Voilà. Et c'est une part des locuteurs d'origine. Exactement. D'accord. Tu donc entends on bien peut les essayer. accents, et c'est ça qui pose problème d'ailleurs, c'est qu'avec les accents, et tu te rends compte à quel point t'es incapable de les refaire. Et c'est très drôle. Oui, puis entre des fois ce qui est entendu et au final la façon dont ça s'écrit, c'est pas la même chose. Et du coup, des fois, t'es obligé de faire, il y a vaguement des ressemblances, donc ça doit être ça. Il y a le même nombre de syllabes, c'est bon. Voilà, c'est ça.
t'entends REA. En fait, c'est RH, t'as 3 E, un E accent grave. Bon, c'est pas mal. Déjà, tu comprends que ça commence par un Ré. Et mais ce qui est marrant, c'est qu'après la partie, pendant 2-3 minutes dans ta tête, t'as plein de mots qui veulent rien dire, qui sont chantants. Et il y a cette magie où tu dis des mots qui veulent rien dire pour toi, mais maintenant, si, enfin, ils chantent. Ça, c'est que tu fais un AVC plutôt, non? Ouais, mais c'est assez magique que tu puisses. La partie se prolonge plus loin, juste phonétiquement. Bon, c'est vraiment, c'est très réjouissant. Moi, je te remercie, Jules, de nous l'avoir présenté. Et je te remercie aussi de souligner la direction artistique, parce que quand on a de beaux visuels sur un jeu, je trouve ça important quand même de le souligner, parce que ça participe à notre plaisir. Emeline, quelle est la définition du jour ? Alors, j'en ai choisi 2 et je suis contente parce que déjà dans la première partie de l'émission, on a entendu plusieurs fois qu'on avait besoin d'expliquer des mots. Donc comme c'était Legacy ou c'était quoi Retail tout à l'heure. Ouais. Voilà, je l'aurai pour la prochaine fois. Du coup, moi, ça m'arrive aussi de lire des commentaires en fait sur internet où on voit des gens qui vont dire des choses du genre et c'est un jeu Ameritrash qui est sorti en KS, je l'avais pledgé il y a quelques mois en version Legacy et je viens de le dépuncher, il est trop bien. Et tu as lu les commentaires de Yog. C'est ça. Donc du coup, à chaque fois, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais j'ai rien compris. Je me dis bon, il y a un autre langage que je connais pas, donc c'est pour ça que j'avais envie un peu de dégrossir tout ça avec quelques mots. Et j'ai découvert donc il y a quelques jours le terme Ameritrash, notamment sur Trick Track, on le voit sur les tops, il y a un top Ameritrash. Okay. Et je me suis dit mais qui c'est ça c'est des jeux américains sanguinolents, quelque chose comme ça. Et donc j'ai cherché et je me suis rendu compte que c'est une définition qui est assez changeante ou subjective. Donc Ameritrash, a priori, c'est un jeu qui viendrait d'Amérique, ou en tout cas c'est des jeux qui plaisent beaucoup en Amérique à la base, et qui sont des jeux plutôt où la thématique, le scénario prime sur la mécanique, et où ça va être souvent des batailles, des choses qui sont en opposition avec d'autres joueurs, et c'est en opposition avec des jeux plutôt allemands et européens qu'on appelle les jeux cubes en bois, qui sont eux des jeux qui sont très centrés sur une mécanique et qui pourraient au contraire coller sur n'importe quelle thématique. Et qui s'embêtent pas avec un thème à représenter des jambons ou des poissons, non, t'as un cube rose et t'as un cube bleu et t'es content. C'est ça. D'où le cube en bois. C'est ça, d'où le cube en bois. Souvent c'est des jeux de ressources avec ces petits cubes. Donc ils sont souvent considérés comme moches, hein. Pas très parlants. Et donc il y a une opposition entre ces deux thématiques, entre Ameritrash et cube en bois, avec des batailles sanguinolentes aussi sur internet. On voit les gens dire oh là là c'est Ameritrash, c'est parce que t'es idiot et que t'aimes bien les jeux bêtes. Et les autres qui disent et toi t'es comptable, t'aimes trop les jeux où il faut les tableaux Excel, exactement. Donc bon, j'ai bien ri en regardant ça parce qu'évidemment ça se résume pas à juste ça, sachant qu'il y a un autre terme aussi qui est sorti de ça, c'est Eurotrash. C'est les jeux qui sont mi-Ameritrash, mi-Eurogame ou cube en bois, et qui seraient au milieu. Mais ça voudrait tout dire et rien dire en fait, ce genre de terme, parce qu'on a du mal quand même à réduire à une seule thématique. En fait, c'est un jeu de gestion avec des figurines, quoi. Ouais, on va dire ça. Mais donc, c'est vrai qu'il y a 2 énormes courants que tu viens de décrire, l'un qui est centré sur la mécanique, l'autre sur le scénario. Et les jeux qu'on voit fleurir dans les studios français, peut-être essayer de se situer entre ces deux cultures, et peut-être que c'est ça qui est défini avec l'Eurotrash, je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, c'est des jeux qui essayent d'avoir la mécanique la plus riche possible et quand même être immersif, ne pas ne faire que des calculs mathématiques, mais tu te crois quand même dans une histoire, tout en ayant l'intelligence de la manipulation des éléments pendant la partie. Du coup, en termes d'exemples, par exemple, ça peut peut-être plus parler aux gens. Pour l'Ameritrash, j'avais noté quelque chose comme Zombicide, Les Demeures de l'épouvante, Descente. C'est des genres de jeux qu'on qualifie comme ça. En cube en bois, on a Catan, on a Kailus, Hansa Teutonica, qui sont des jeux très techniques et où il faut calculer et sans vraiment de thématique. D'ailleurs, je suis bien incapable de dire quelle était l'histoire de ces jeux-là. Ce qui n'empêche qu'ils sont quand même très bien. Est-ce que Projet Gaïa, Lou, est un cube en bois ? C'est à part. Non, mais Projet Gaïa, la thématique est complètement secondaire, non ? Et Terra Mystica. C'est une question, hein, c'est pas une attaque. Non, oui, c'est vrai. Mais après, globalement, je fais pas trop attention à ça, donc je saurais pas vraiment dire. Il y a peut-être une histoire derrière. Hein. Je sais qu'il y a toutes les planètes du système solaire et tout ça, donc peut-être que
Il y a une histoire derrière, mais... Personnellement, je m'en fiche un peu. Quoi. Ça, tu pourrais t'en passer. T'es pas dans l'écriture d'un scénario pendant que tu joues, mais t'es dans du calcul le plus fin possible. Oui, après tu peux te faire des histoires si tu veux. Après, le projet Gaia, si je me rappelle bien, c'est une V2 de Terra Mystica. On est passé d'un jeu sur un univers vaguement Medfan à un jeu spatial, ce qui me laisse penser que le thème, on s'en fout. Alors justement, l'importance du thème, Waymi, une petite question. 7e continent, c'est quoi ? 7e continent, c'est clairement de l'Eurotrash. C'est de l'Eurotrash, d'accord. Il y a clairement un thème fort. Il y a une histoire, tu vis une aventure. C'est clairement, tu pourrais en passer. Non, j'exagère. On va être plus dans de l'Améritrash. L'histoire est prépondérante. Le mécanisme pourrait coller sur plein d'autres univers. Néanmoins, on a quand même une part de contrôle importante, à mon avis, dans le jeu. Alors je sais qu'il y a, j'ai vu des gens qui disent je comprends pas, nous on meurt tout de suite, très vite, on n'y arrive pas. Moi j'ai joué beaucoup de parties et je suis mort 2 fois sur 15 parties peut-être. Et quand je dis mort, c'est la première mort, parce que on joue avec généralement une amulette de sauvegarde qui fait que la première fois que tu meurs pas, tu repars du début. Donc ça n'a jamais dépassé ce stade. J'utilise 2 fois cette amulette de sauvegarde. T'as un ratio qui est bien meilleur que sur Gloomhaven du coup. Ouais, carrément. J'ai fait exprès de prendre l'exemple justement d'un jeu français avec un thème fort, avec un côté narratif très fort. Finalement, c'est pas une histoire de frontières, c'est pas une histoire de pays d'origine. L'Eurotrash ou l'Eurogame et l'Améritrash. Moi, personnellement, je connais pas la paternité du terme Améritrash, mais j'ai quand même, thrash en anglais, ça veut quand même dire ordure, c'est quelque chose dont j'ai l'impression que les Européens se sont servis pour se moquer un petit peu des Américains bébêtes qui lancent des dés et qui ont des jolies figurines mais avec rien autour. Quelqu'un sait la paternité, d'où ça vient ce terme? Quand est-ce que vous avez entendu parler de Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'Améritrash, c'était pour Zombicide ou Arcadia Quest ou quoi, vraiment ces jeux-là. Donc le tout premier Zombicide, c'était ça. On l'a vendu entre guillemets comme un Améritrash. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Peut-être que ça date encore d'avant, mais pas forcément sûr. J'ai pas trouvé la paternité. Après aussi, en effet, au début c'était péjoratif, mais maintenant le terme a été adopté finalement par les gens qui aiment ce genre de jeu, donc c'est plus du tout péjoratif. C'est je revendique, j'aime la thématique, je suis heureux d'avoir cette thématique qui soit plus forte que tout. Et oui, j'aime l'Améritrash. Voilà, il y a un côté revendication de ce terme maintenant. Et puis finalement, des kilos de plastique. Ouais, et puis finalement, ça devient pratiquement une identité et un lien social. On en reparlera. Je vous propose qu'on passe un petit moment à jouer ensemble. Bien. Jules, je crois savoir que tu nous as préparé un petit truc. Oui. Alors ce soir, je vous propose de jouer d'une manière un peu spéciale à Insider. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Insider ? C'est un jeu d'association d'idées, on peut dire, un jeu où on utilise des mots, où l'un des joueurs connaît un mot qu'il faut faire deviner aux autres. Il y a aussi un traître parmi les joueurs. Et les joueurs à tour de rôle vont... Alors le traître connaît lui aussi le mot, mais secrètement. Et les joueurs vont poser des questions au maître du jeu pour essayer de trouver ce mot, auquel il ne pourra répondre que par oui, non, je ne sais pas. Pour que l'équipe gagne, il faut... traître y compris, que l'équipe ait trouvé le mot. Alors le traître va essayer de faire venir son équipe vers le mot en question, d'orienter les questions, d'orienter, pour qu'on trouve avant la fin du chronomètre, car ça va assez vite. Le jeu se joue en 4 minutes, là on va jouer dans des parties un peu plus réduites, car on va pas faire deviner des mots aujourd'hui, on va essayer de trouver des jeux de société. Et ce serait une manière un peu marrante de parler des jeux de société très classiques de ma façon détournée, parce qu'on va poser des questions pour essayer de trouver ce que c'était. Donc on a réparti les rôles. Il y a une maître du jeu, je crois. C'est moi pour commencer. Maîtresse. C'est Emeline. Il y a un traître, on ne sait pas qui c'est. Et donc traîtresse. Et maintenant, en commençant par Arthur, qui est à la gauche d'Emeline. Il faut mettre un chrono, je crois. Alors allez, je vais m'occuper de mettre un chrono. Et quand le chrono sera mis, Arthur pourra commencer à poser des questions. Et à tour de rôle, on va en poser à Emeline pour essayer de trouver quel est ce fameux jeu de société qu'elle a pioché. On est sur du combien de temps ? Sur du 2 minutes. 2 minutes. Le jeu de base, c'est quoi ? 5 minutes, je crois. Non ? C'est 4 dans le jeu de base. Ouais.
Et là, le jeu de base, c'est des mots très alambiqués. C'est là où c'est intelligent, c'est que tu ne peux pas, en 2 minutes, en posant une question simple, trouver quel est ce mot. Essaye de trouver civilisation en 2 minutes. Ouais, c'est ça. Impossible. C'est que t'avais un mauvais traître. Même pique-nique, c'est C'est très pas simple. Mais c'est en fait toujours difficile avec des questions oui/non de trouver ces mots-là. Alors Arthur, quand je te dirai top, ce sera à toi top. Est-ce que c'est un party game? Non. C'est un Ameritrash. Non. Est-ce que c'est un jeu de gestion? Non. Est-ce que la boîte est globalement de couleur bleue? Non. Est-ce qu'il y a des dés à l'intérieur? Non. Est-ce que c'est un jeu familial? Oui. Est-ce qu'il y a des cartes dedans? Non. Est-ce que la boîte est carrée? Oui. Ah. Est-ce qu'on peut y jouer à partir de 7 ans? Oui. Est-ce que ça existait avant les années 2000? Non. Est-ce que c'est un jeu français? Oui. C'est un jeu français. Est-ce que ça a été fait par Catala? Oui. Oh. Ah bah il en reste plein du coup. Est-ce qu'il y a des animaux dedans? Non. Il y a des tuiles dedans? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des meeples dedans? Oui. Est-ce que la boîte est globalement rouge? Ah non. Est-ce que c'est King Domino? Oui. Ah. Maintenant, il faut d'abord essayer de trouver le trade, car si on trouve Attendez, le trade, c'est gagné. moi je veux quand même dire un truc, c'est que le trade n'a servi à rien pendant cette partie. Hein. Franchement, il y a que C'était moi trop qui... facile. Donc là, il est tranquille. Donc, est-ce que, comme c'est moi qui ai donné le nom du jeu, est-ce que vous pensez que c'est moi le traître? C'est vrai que c'est assez chaud. Oui, de le trouver parce que premier vote, ça va être ça. Ouais. il pourrait ne rien dire. Emeline, est-ce que tu te rappelles de ces questions? Alors, tu m'as demandé quoi, Jules? Est-ce qu'il y a des dés dedans? Est-ce Ouais. que c'est français? Est-ce que c'est King Domino? Ah, il a demandé si c'était français, quand même. Même si c'est une de ses préoccupations habituelles, donc ça peut quand même... Est-ce qu'il y a un joueur qui a eu des questions qui t'ont semblé plus pertinentes, voire trop pertinentes? La boîte carrée, j'ai trouvé ça hyper pertinent. Merci. J'aime bien trier les jeux par taille de boîte. Ça peut occuper. Ah, c'est normal. Non, après... C'est comme ça qu'il faut non, faire. c'était assez Ça venait facile. d'où cette question de Oui. la boîte rouge? Parce qu'après bleu, rouge... Non, ouais, j'ai pas... Mais t'avais pas d'idée encore de ce que c'était le jeu? Non. Avec tuile, Catala et... Non, Meeple. Meeple. Là, j'ai failli dire Five Stripes, mais c'est vrai qu'à la réflexion, il y avait pas de carte. Familial? Oui, c'est familial, Five Stripes. Bon, Oui. on vote pour Jules ou pas? Donc allez, mettez vos petits pouces vers en haut ou vers en bas. Vers en bas, ça veut dire que je suis un méchant traître. et Que vous tu voulez meurs. m'éliminer. Alors, Attends, c'est quoi le... Vers le haut, on le garde. C'est que c'est un citoyen C'est pas un normal. traître. Et vers le bas, c'est très visuel Ouais, ce qu'on va c'est faire. Oui, ça marche pas du tout là, Alors, la radio. 1, 2, 3, et on vote. Alors, on a une Alors. Il y majorité... a 2 qui veulent me tuer, Voilà. 4 Alors, qui me gardent. Arthur et Waimi ont voté contre. Donc, pourquoi ils veulent le tuer. Et Donc ils sont le reste, possiblement pour. traîtres. Ah, Comme c'est- possiblement ou ceux oui, qui le ont mec voté, avec la boîte carrée là-bas, je le vois. Ah, il a même demandé s'il y avait des tuiles parce qu'il s'est dit Catala, boîte carrée. Oh, Il en ça reste ressemble pas bien. 50. Alors Jules, est-ce qu'on avait raison? Est-ce qu'on Non. n'avait pas raison? Faut que tu montres si, ton faut rôle. Ah oui, si, pardon. Faut que je monte mon rôle? Ouais, Eh parce oui. que c'est toi le traître. Est-ce Bah que oui, c'est c'était moi, Lynn. ça y est. Bah alors, qui c'est qu'on écoute ici? Eh ben, le traître a gagné. Voilà. Donc c'est un point pour le traître. J'ai une victoire morale. J'ai voté pour le tuer. Toutes les victoires. Ouais, j'ai voté du mauvais sens parce que je pensais que ça veut dire oui, c'est le traître. Non. Alors bon, voilà. Comme à Rome, c'est tu meurs. D'accord, ok. Bon, Eh bien, bon. on a la chance d'en refaire une. Pour la prochaine, on va en refaire une et pour cette la prochaine, fois-ci, c'est tu moi mets- qui suis maître. Tu veux mettre 1 minute de chrono? Je peux mettre 1 minute. Alors, on a fait un petit peu moins d'1 minute. Enfin, Et non, une on a 30. fait un petit peu plus d'1 minute. Je vais mettre une 30. Allez. Donc là, c'est Yog, le maître du jeu. On ne connaît pas le ou la traîtresse. Et c'est parti. Est-ce que c'est un jeu qui dure moins de 2 heures? Oui, Est-ce que c'est un party game? oui, Est-ce que c'est une boîte rectangulaire? oui, Est-ce que c'est français? non, Est-ce que c'est un jeu pour enfants? non, Est-ce que ça se joue à 2 équipes? non, Est-ce que c'est un jeu qui peut se jouer à plus de 6? oui. Est-ce que ça tient dans la main? Faut avoir des grosses mains. Mais non, Est-ce que c'est un jeu distribué par Asmodée? sans doute. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un plateau? Non, Est-ce que c'est un jeu édité par Blue Cocker? non, Est-ce que tu as des dés à l'intérieur? non plus. Est-ce que tu as des cartes? Oui, Est-ce que tu dessines? non, Est-ce que tu as autre chose que des cartes? oui, Est-ce qu'il y a des pions? non, Est-ce que la boîte est majoritairement jaune? pas majoritairement. Est-ce que c'est à moins de 2 à 4 joueurs? Non, on peut jouer à plus, on peut jouer à moins. On peut jouer à plus. Et On peut oui pas ou jouer à non? moins. Est-ce qu'il y a des rôles cachés? Non, Est-ce qu'il y a quelque chose à deviner? oui, Je passe. Pareil. Oh là 5 là. secondes. T'as un sablier dans la boîte?
Allez, je remets. Est-ce que c'est Insider? C'est pas Insider, non. C'est pas Insider. Alors. On peut poser les questions en oracle, hein. Allez. Ouais. C'est l'extra time. C'est l'extra time. Allez, on se donne 1 minute d'extra time. Ah, quand même. Est-ce que vous, chez vous avez trouvé? Parce que nous, on sèche. Est-ce que tu as ce jeu chez toi? Non. Est-ce qu'il y a ce jeu au Buona-Partida Social Club? Je pense qu'il y est, oui. Elle n'est pas très souvent sortie, alors. Si. Ah. Oh. Non, pas aussi souvent que d'autres. Est-ce qu'il faut le chanter? Non. Ah, mais on sèche, là. Ah Est-ce qu'il y a un traître parmi nous? Est-ce que c'est un jeu de questions? Non. Est-ce qu'il y a des numéros sur les cartes? Oui. Il y a plusieurs thèmes sur les cartes, en fait. Il n'y a pas plusieurs thèmes, il y a plusieurs choses, mais il n'y a pas plusieurs thèmes. Est-ce que c'est un Time's Up? Non, c'est pas un Time's Up. Est-ce qu'il y a un esquissé? C'est pas un esquissé. Est-ce qu'il y a des mots sur les cartes? Oui. Est-ce qu'il y a de jolis dessins sur les cartes? Non. Est-ce que c'est mystère? Nous avons perdu. Ah ouais, Si c'est pas mystère, on a tous perdu. Ce n'est pas mystère. Eh ben, on a tous perdu. Oubliez les questions déjà. Qui était le traître? Oui, ça va. Voilà, mince. Ah, oui, mais bon. C'est une boîte rectangulaire. Est-ce que c'est distribué par Asmodée? Mais bien sûr que c'est distribué par Asmodée. Ils viennent de racheter RepoProd et c'est Just One. Je sais pas. Mais oui. Qu'est-ce que t'avais comme question que tu aurais pu poser encore? Est-ce qu'il y avait des stylos dedans? Ah, des feutres. Ouais, mais là, ça commence à pointer un peu beaucoup. C'est pour ça que j'ai parlé de esquisser. Parce qu'il y a des feutres dedans. donc Est-ce qu'il a peut-être été que ça primé? va- Oui, bah, Il a été primé, oui. C'est vrai. C'est dommage, en plus j'adore ce jeu et ça m'avait pas du tout venu à l'esprit. Ah, c'est chouette. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est pas évident. Est-ce que c'est un jeu français? C'est la réponse. Je suis pas convaincu. Parce que je pense que les auteurs sont français. Ce sont les auteurs de ces C'est les auteurs de Septième Continent. Et c'est édité par des Belges, donc c'est c'est édité très par des- francophone. Et Il y a alors- une première édition We Are the par les World, ou- We Are the World, effectivement, par les auteurs eux-mêmes. Mais RepoProd a repris pour en refaire une nouvelle version, Just One. Ah, c'est marrant. Qui a Je pensais mieux que c'était It's marché. a Wonderful World. Et c'était les auteurs de Septième Continent? Ah oui, c'est les mêmes Ce auteurs. sont ouais. les éditeurs Ah, c'est et fou, auteurs ça. de Septième Continent. Bah, comme quoi, quand on fait des jeux, on peut faire des gros jeux, des petits jeux, et ça marche toujours. Voilà, super moment, Jules, merci beaucoup. Merci à tous. Alors, on va reprendre vers le gros dossier. Je vous ai préparé, comme j'en ai l'habitude, un petit texte. Donc, je m'en vais vous conter tout cela. Hier, dimanche, 19h30, je m'adresse à mes camarades de jeu en ces termes. Bon les gars, c'est pas tout ça, mais si vous voulez vraiment qu'on fasse un pillard, faut qu'on commence maintenant, parce que sinon je pourrais pas rester plus tard. Faut que je rentre chez moi, faut que je bosse la préparation de l'émission de demain. Bien entendu, vous avez déjà compris que la nuit était déjà fort avancée avant que je me résolve à rentrer me coucher. Et je me retrouvais donc sans introduction pour cette conversation. C'est sans compter les éclairs de créativité que l'on peut expérimenter ballotté debout dans un bus, dans les odeurs de transpiration où tout le monde est juché sur son téléphone, alors que moi, je suis le seul à lui parler. Je tiens à préciser que j'ai pris une douche avant de venir. Quelle est donc cette idée saugrenue qui consiste à prolonger ce moment de jeu afin de m'apporter la garantie que je serai complètement éclaté le lendemain matin? Mais pourquoi on joue? Puis on fait pas que jouer. Ça commence par aller dans des associations, v'là-t-il pas que ça devient bénévole, que ça monte sa propre asso, ça devient vendeur, éditeur et j'en passe. Ça fait même des podcasts sur le sujet. Et d'abord, pourquoi on joue? Moi, quand j'avais 14 ans, le vendredi soir, on se retrouvait sur un banc public et on buvait des bières en crapotant des clopes. Ça, c'était notre normalité. Et on regardait avec un œil bizarre les autres qui faisaient du sport. Toi, t'as une enfance difficile. Ouais, tu le vois, hein? Rien n'empêche de boire en même temps que jouer. On ne jouait pas, quoi. Maintenant, on ne crapote plus. Et on joue. À l'intérieur. Et vas-y qu'il faut faire attention de ne pas renverser de la bière sur le plateau. Et vas-y qu'il ne faut pas saloper les cartes avec tes doigts gras. Et pourquoi on joue avec des gens? On n'a pas besoin de ça pour se voir, enfin. Normalement. On pourrait profiter sereinement du temps qu'on passe ensemble et jouer le reste du temps, quand on ne se voit pas. Mais en fait, ça serait pas plutôt l'inverse. On ne se voit pas pour jouer. On joue pour se voir. Le jeu devient un prétexte pour passer du temps ensemble. Il n'est plus une conséquence, mais une cause. Peut-être que, bon gré, mal gré, on ne se verrait pas aussi souvent si ce n'était pas pour en jouer ou pour en parler. Mais pourquoi, en fait? Parce qu'une fois qu'on a dit que le jeu de société, ça permet de jouer en société, on a tout dit et on n'a rien dit. On joue entre amis, en famille, entre collègues. On joue à la maison, au boulot, en association. On joue en festival, on joue en ville et on joue en race campagne. On joue avec des inconnus. Des inconnus, c'est fou ça. On joue avec des inconnus et on les trouve sympathiques. Et ils deviennent des potes, et parfois même des amis. Tout ça parce qu'on aime jouer. Alors ce soir, penchons-nous sur cette question. Qu'est-ce qui fait que le jeu nous rapproche?
Moi, j'ai fait mon boulot. Ah ouais, c'est beau, hein, bravo. Donc, je vous laisse vous débrouiller avec ce bac à sable. Et Emeline, je te laisse la primeur d'introduire le truc parce que c'est quand même toi qui nous a donné cette super idée. Voilà, moi je suis un petit bisounours et je voulais parler du jeu de société, de l'amour qu'on a autour du jeu de société. Et j'adore ton intro, elle est trop classe, ça m'a laissé sans voix. Merci beaucoup. Je l'ai fait dans le bus tout à l'heure, ouais. C'est véritable. Tout n'est pas vrai j'ai pris une douche aussi. Mais c'est ça l'odeur. Oui, c'est pêche des mers du Sud. Hein. Bref. Non, rien, c'est ça en fait, c'est que depuis quelques années, je me rends compte à quel point le jeu, ça peut fédérer et ce que j'adore, c'est ce côté rencontre en fait, comme tu disais, autour de l'association surtout, parce que je suis rentrée dans le jeu de société il y a 4 ans par une association, parce que j'aimais bien jouer à la maison, mais bon, on jouait à des jeux, je sais même pas à quoi on jouait, au tarot, quelque chose comme ça, des choses classiques quoi. On s'est dit tiens, il y a une association dans ma ville, des gens qui jouent, ça va être trop bien. Et je me rendais pas compte à quel point c'était trop bien et à quel point ça a pu devenir une addiction désormais. Et aussi à quel point aussi on peut rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas autrement parce qu'on vient de tous les milieux, parce qu'on a tous les âges. Et comment autour d'un jeu de société, ça fédère quoi. C'est trop fou. Et j'adore ça, de pouvoir rencontrer plein de gens comme ça. Je trouve ça génial. Et je suis pas sûre que le sport ça puisse faire exactement la même chose ou parce que vraiment dans ces assos ça brasse énormément de monde en fait, ça tourne tout le temps. Tu peux jouer à différents types de jeux. Ah, je vois que ça dodeline de la tête en face. Lou essaye de s'exprimer. Non, mais plus tard. S'exprimer dans un micro. Plus tard. C'est le sport qui c'est le sport qui a fait tiquer. J'essaie de modérer mes propos, donc plus tard. Moi, je dis ça, c'est peut-être parce que je suis pas sportive aussi. Mais c'est vrai que ce rapport de rencontrer et passer du temps avec des inconnus est assez incroyable avec les jeux de société. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de lieux où c'est possible, que ce soit les associations ou les bars à jeux, ou je ne vois pas quoi d'autre. Je m'inscris un peu en faux. Tu vas pas dans un bar à jeux pour jouer avec des inconnus. Tu vas dans un bar à jeux pour jouer en groupe, avec des amis, avec des gens que tu connais. Mais c'est là où je suis content de ne pas être d'accord avec toi, car dans un bar normal, si tu t'assois à la table d'inconnus pour parler avec eux, ils te prennent pour un dragueur psychopathe ou pour un psychopathe pas dragueur. Et dans un bar à jeux, j'ai expérimenté ça beaucoup au début quand je fréquentais pas encore d'association. Tu vas voir des gens, tu parles avec eux et tu leur demandes si tu peux jouer avec eux. Et ils sont souvent ravis parce que ça ne les mouille en rien que de passer un quart d'heure de jouer à Mystère. C'était ce jeu-là la première fois avec un inconnu. Et au contraire, c'est marrant parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément la même culture, que c'est facile de commencer à discuter ensemble parce qu'il y a le premier pas qui a été fait grâce à un petit moment convivial. Et puis on n'est pas obligé. Tu peux jouer avec des inconnus. On n'est pas obligé de se parler tout de suite de ses problèmes. C'est ça qui est quand même super agréable. Ça commence par un truc assez superficiel qui est un média qui a été mis au milieu de la table et on va communiquer à travers ce média et ça casse la glace et après on peut passer à autre chose entre les individus qui étaient autour de ce jeu. Moi, j'ai fait super bien aussi dans le genre rencontrer un inconnu dans un bar à jeux. J'ai fait un date dans un bar à jeux. Je savais pas comment. En fait, c'était un date d'une super application de rencontre très connue. Et comme j'étais super timide et que je savais pas comment faire, je lui ai dit si t'aimes bien jouer, viens dans un bar à jeux. Et c'est un super brise-glace. Le jeu de société. Et ça retarde pas la discussion. Ça la retarde un peu, mais ça permet de se mettre de se mettre à l'aise. Et puis à un moment, on a arrêté de jouer pour discuter. Génial. Et voilà, moi j'ai trouvé ça génial. Alors ça s'est pas poursuivi, mais j'aime trop l'idée et je trouve ça chouette. D'accord, il y a peut-être une application pour ça. Ou alors il faut la faire. Il y en a une qui existe, oui. Où des joueurs peuvent se rencontrer pour jouer en fait. C'est pas que pour faire des rencontres, mais je sais plus comment elle s'appelle cette application-là, mais oui, ça existe. Lou, tu vas pas lâcher le micro tout de suite. Qu'est-ce que tu voulais nous dire tout à l'heure ? Alors disons que je vais passer un peu pour le nazi du jeu de société, comme Emna aime bien m'appeler comme ça. Emna, bonjour. C'est Emna. Moi, je joue avec principalement des personnes que je connais, qui sont fiables entre guillemets, que je sais qu'ils vont pouvoir tenir toute la partie à jouer sérieusement, parce que je joue principalement à des jeux assez consistants, on va dire, et qui vont réussir à me challenger, qu'il y ait vraiment un objectif à jouer. Et donc c'est pas tant découvrir de nouvelles personnes, ça m'intéresse nettement moins, mais par contre approfondir un peu le cercle d'amis que je peux avoir autour d'un jeu, puis voilà, faire le jeu avec les joueurs, c'est vraiment ce qui m'intéresse plus que faire
nouvelles rencontres. Oui, mais Lou, à ce moment-là, tu pourrais te satisfaire avec un peu d'organisation, que le groupe de joueurs habituels que tu connais déjà, se retrouve dans des lieux chez l'un ou chez l'autre pour continuer à jouer aux jeux que vous aimez jouer. Mais t'as quand même un appel vers les associations, les festivals. T'es quand même vachement impliqué et t'es quand même assez souvent confronté à des inconnus. Même si c'est pas quelque chose que tu recherches, c'est quand même quelque chose auquel tu fais face. En fait, l'inconnu que tu vas avoir en festival ou dans les associations, c'est les nouveaux jeux. C'est pas tant les personnes. C'est très rare que j'aille au Buena sans savoir avec qui j'aurai autour de la table. Tu es consulté pour les nouveaux membres? Non mais je sais pas. Non mais avant que des inconnus rentrent dans l'association, est-ce que Mais après ça, il y a peu de chances que je joue avec eux en fait. C'est ça que j'essaie de faire comprendre, c'est que si mercredi je vais au Buena, je sais à quel jeu je jouerai très certainement et je saurai surtout avec qui. Oui, donc t'es peut-être le nazi du jeu de société. Exactement. C'est pas un cas isolé honnêtement. Moi, j'ai commencé à rentrer dans les associations à Toulouse quand je suis arrivé sur Toulouse il y a une quinzaine d'années, un peu plus maintenant. Et autant peut-être il y a 15 ans, effectivement, on pouvait s'intégrer relativement facilement à rentrer dans des parties. Ou encore, je ne sais pas, peut-être que ça s'est juste bien passé pour moi, mais autant je vois de plus en plus de gens qui viennent et qui savent en association à quoi ils vont jouer, avec qui ils vont jouer, qui ont déjà discuté entre eux dans la semaine par mail, qui ont échangé par SMS, je ne sais pas, et qui ont déjà prévu ce qu'ils allaient faire. Effectivement, parce que ils n'ont pas forcément envie de jouer avec des gens dont on ne sait pas ce que ça va donner, qui pour eux pensent que ça va leur plomber leur partie. Alors quand c'est sur un jeu d'un quart d'heure, c'est pas grave. Ouais. Quand c'est sur un gros jeu qu'ils ont envie de découvrir, où ils ont tous préparé les règles à l'avance, ça les embête plus, évidemment. Alors pourquoi est-ce qu'ils jouent pas chez eux ? Je sais pas, peut-être parce qu'il y a leur famille qui font qu'ils n'ont pas envie de danger, parce qu'ils ont envie d'un autre cadre. Mais je constate un regret. Parce que moi j'aime bien découvrir des gens, même si des fois les découvertes sont pas toujours agréables, c'est pas grave, des fois c'est très agréable. Je constate un regret que j'ai l'impression que en association, les joueurs se regroupent plus et hésitent à sortir de leur groupe. Il y a peut-être un effet aussi avec les jeux, il y a pas mal de jeux à campagne où ça se suit de partie en partie. Et du coup, le moment où ces gens-là ont la disponibilité pour faire la partie, c'est le moment de l'assaut. Du coup, ils arrivent et puis chaque fois de l'assaut, ils font le même jeu vu que c'est un jeu en campagne. Il y a peut-être cet aspect-là qui joue aussi. Je pense qu'on peut éloigner un peu la conversation de l'aspect purement assaut et passer. On a tous vu dans la presse que le cadeau de cette année, de l'année 2019 pour Noël, c'était le jeu de société. C'était un peu partout dans la presse. Pour moi, ça témoigne d'un fait, c'est que avant on se retrouvait devant un film, devant la télévision, etc. Et de plus en plus, j'ai l'impression que les gens veulent se retrouver tous ensemble autour d'une table à faire autre chose que manger. Donc, quelles que soient les raisons pour lesquelles on va se retrouver, qu'on soit dans une association ou qu'on soit au sein de sa propre famille, en fait, il y a ce ciment social qui est le jeu, en fait, qui crée cette ambiance, qui crée cette atmosphère. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est que, nous, à peu près tous autour de la table, on ne se satisfait pas de jouer, mais en plus de ça, on a besoin de s'impliquer, on a besoin de l'expliquer aux autres, on a besoin de le transmettre, comme si c'était quelque chose de vachement important, ça l'est pour nous, mais on crée socialement quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Oui, alors après, le jeu de société, qui est effectivement le cadeau de l'année, je pense, c'est une opinion personnelle, que l'avantage du jeu par rapport à juste regarder un film ou juste manger, dans un jeu, tu es acteur de l'objet, tu fais quelque chose, tu participes. Et c'est peut-être ça le côté sympa qui fait que ça prend davantage d'ampleur. Après, tu me feras jamais jouer avec ma famille à un jeu de société. C'est impossible. Oh non. T'as tout essayé ou c'est que tu veux pas ? Non, c'est que je veux pas. C'est bon. Moi, je vais plus au réveillon de Noël en famille depuis des années parce que la dernière fois, j'ai traité ma cousine de truie qu'on égorge. C'était vraiment très sympa. On n'a pas joué ce soir-là. Mais peut-être que si on avait joué avant, ça aurait été plus sympa. Je ne peux pas dire. Partager une partie de The Crew avec elle. Peut-être il aura encore plus égorgé, non? T'as envie de la regarder avec un meilleur œil et moins de l'égorger. Mais en tout cas, quand tu partages une sorte de réveillon avec ta grand-mère et toute la famille, un jeu de société justement. Je ne te parle plus. Je parle généralement. Bon, c'est doublement triste. Quelles sont les rencontres que vous avez fait grâce au jeu? Émilie, peut-être? Wayme pour moi. D'accord. C'est déjà bien, c'est déjà très bien. Donc déjà, la totalité des gens qui sont autour de cette table
Je ne les connaissais pas autrement que par le jeu. C'est pareil pour moi. Bah, la même chose. Oui, pareil, non, moi, je pense. Arthur, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer de nouveaux gens par le jeu? Ça nous arrive régulièrement, ne serait-ce que parce qu'on est invité par une personne qu'on connaît et qu'on a 2-3 personnes avec nous qu'on connaît pas. Mais est-ce que le jeu va être le point de départ de quelque chose de plus solide, comme Moi, une relation? Je sais que je fais du coup, dans ma société, j'ai pris la charge de faire les afterwork. Et comme j'aime bien le jeu de société, je les invite tous baraque à jeu ou un autre bar ludique de Toulouse. Et on discute. Et puis quand ça parle trop boulot, on sort un autre jeu. Ça permet de rencontrer les gens. La plupart des personnes, je sais pas exactement ce qu'ils font professionnellement dans la société. Mais je sais que j'ai des bonnes relations et on a toujours un plaisir à se rejoindre une fois par mois, boire une bière et puis jouer à différents jeux, des petits party games, des jeux un peu plus gros. Alors, tu es en train de me dire, Arthur, que le jeu est corporate, c'est ça? Oh non, moi c'est vraiment juste une occasion de pouvoir jouer avec des gens que j'apprécie et que je connaissais pas. Donc j'ai rencontré plein de collègues. Et tu les as appréciés parce que tu as joué ou tu les appréciais avant? Comment ça se passe? C'est le fait de jouer avec eux qui te les rend appréciables? Oui, je pense que après on partage déjà quelque chose, puisqu'en fait les gens qui viennent, les gens qui ne s'intéressent pas aux jeux de société et qui pensent encore Monopoly ou Milborn ne viennent pas, et donc ça écrème. Donc je sais que les gens qui viennent on a déjà un sujet de conversation qui est autre que l'informatique et notre journée de boulot, donc ça permet. Ça fait du bien, ouais, quand oui. c'est le cas. Est-ce qu'il n'y a pas une satisfaction énorme aussi à faire venir ces gens qui croient qu'il n'existe que le Monopoly et quand tu leur fais découvrir quelque chose et tu les amènes dans le milieu des jeux de société aussi? En même temps, s'il y a des gens comme ça qui viennent dans un bar à jeux, c'est déjà les 3/4 du boulot, quoi. Déjà, c'est un bar à jeux. C'est là où c'est pas complètement bête comme bar. C'est que tu leur dis, si vous voulez pas jouer, on boit juste une bière. Et c'est pour ça que ces lieux marchent énormément. Parce C'est que un piège. C'est ça. Tu proposes à un ami qui a jamais vu un jeu de société d'aller boire un café. Et en fait, si tu dis au milieu de la discussion de ça, tu veux pas qu'on essaye ça? Comme les jeux, ils sont sur l'étagère d'à côté, c'est très facile pour lui d'accepter pour voir. Allez, on va essayer. T'inquiète pas, ça dure qu'un quart d'heure. Et au final, il se rend compte que, les jeux qu'on fait aujourd'hui, ils sont hyper agréables et t'as pas besoin de t'impliquer énormément dedans. Parce que tout à l'heure, Lou parlait beaucoup de jeux qu'il adore, qui durent au moins 1 heure et plus, où il va jouer avec un cercle choisi d'amis. Lou est un gros joueur de jeux appli. Et tant mieux pour lui. Et de jeux appli. Oui. C'est un vrai. jeu qui dure 10-15 minutes. Attends, faut pas l'oublier. Mais il joue de manière très pointue, et c'est pas des party games, c'est des jeux rapides, mais... Ah non, par contre, il joue pas de manière très pointue. Il joue à des gros jeux. Excuse-moi. Mais aujourd'hui, il y a le marché et le public qui sont un peu au diapason sur ces jeux party games, ces jeux d'ambiance courts et très très accessibles, parce que ils sont au diapason, parce que il y a en plus de personnes qui comprennent qu'en fait c'est assez agréable de jouer en famille ou avec des amis pour se détendre et faire autre chose que de parler de l'actualité politique, par exemple, j'en sais rien, ou juste pour faire une pause entre plusieurs choses. Et donc comme il y a de plus en plus de gens concernés par ce média-là, les éditeurs commencent à proposer de plus en plus de jeux très, très faciles d'accès, très appropriables, et pour des parties courtes, pour que quelqu'un qui est passionné par les jeux puisse facilement fédérer autour de lui ses amis pour jouer. Pour lancer un petit peu, je vais poser une question que j'assume pas du tout. Je vais commencer par Arthur, tiens. Arthur, quelle est ta soirée jeu parfaite, s'il y en avait une? Où est-ce qu'elle se passe? Il y a qui? Tu fais quoi? Tu joues à quoi? C'est une bonne question. Je pense que j'aime bien les jeux qui durent plusieurs heures, donc je pense à un Five Tribes. Un Five Tribes avec un petit jeu, parce que à Toulouse, il y a toujours des retardataires. Donc on fait 2-3 petits jeux en attendant que le dernier daigne se montrer. Et après, une fois qu'on a fait notre jeu qui durait, je sais pas combien de temps ça dure, mais ça dure 2 heures, avec l'explication de règles, on finit avec des petits jeux plus légers pour rigoler, avec, si possible, une petite pause pizza avec une bière ou deux. Une soirée en relief, en fait. Petit jeu, gros jeu, petit jeu. Oui, j'aime bien assembler tout. Et de temps en temps, un Through the Ages qui dure 8 heures, avec 4 personnes qui sont prêtes
à se faire. Ça fait plaisir aussi. Je veux bien que tu m'apprennes à jouer à Through the Ages. Avec plaisir, oui. Ouais, je l'ai, mais bon, j'y joue pas pour l'instant. Tu fais partie de ces joueurs compulsifs qui ont des jeux, mais c'est tout. Non, mais j'ai bientôt fini d'en acheter. Hein. J'ai bientôt fini. Plus de place. Voilà. C'est bien. Exactement. Mais Jules, justement, quelle est ta soirée jeu parfaite, idéale ? Elle ressemble à quoi ? Fais-nous rêver. Bon, idéal, j'en sais rien, mais des soirées que j'aimerais bien faire, c'est en ce moment, je sais que j'aime énormément Roots, qui est un jeu qui est sorti en France cette année, même s'il est plus vieux d'origine, et que j'y ai pas assez joué. Donc, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est de jouer 4 parties d'affilée, avec les mêmes personnes, pour voir à chaque fois les différences entre chaque partie, car pour l'instant, toutes celles que j'ai pu faire étaient à la fois passionnantes et très 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 différentes. Et donc, essayer, comme on dit, de poncer le jeu. Alors, on ne poncera pas une soirée, mais commencer par une grosse soirée. Donc, enchaîner les plusieurs parties de route avec les mêmes personnes. Parce que j'ai le regret de ne pas assez connaître ce jeu que j'aime beaucoup. D'accord. Émilie, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? En soirée idéale, alors si j'imagine, c'est un endroit calme, une partie de Contrée de l'horreur avec 3 copains, des gens qui connaissent bien les règles, une bonne bière à la main, une Quelles musique extensions ? d'ambiance. Oh, peu importe, je pense que je les ai toutes jouées plusieurs fois. C'est un jeu que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le jouer avec des gens qui connaissent bien le jeu, dans un endroit où on est bien calme pour bien profiter du texte d'ambiance, de se mettre dans l'ambiance, quitte à avoir un fond musical qui cadre avec le thème et tout. Et voilà, ça c'est un peu ma soirée idéale, avec des bonnes bières à boire, sinon c'est pas sympa. Ouais, je m'identifie assez à cette définition de la soirée idéale. Waimi, quant à toi, quelle serait ta soirée idéale ? Ma soirée idéale doit durer au moins tout l'après-midi et la soirée, si ce n'est pas le week-end. C'est les fameux week-ends de 15 jours dont on parlait dans la première émission, c'est ça ? Ouais, ça peut être des week-ends de 2 jours, des week-ends d'une semaine, des week-ends de 15 jours. Mais ce sont des moments où j'ai l'occasion de faire des jeux à campagne et d'enchaîner plusieurs parties de ces jeux. Typiquement Assaut sur l'Empire, un jeu que j'aime bien, mais que j'aime jouer en deux week-ends à peu près pour faire toute une campagne. Parce que les campagnes où tu fais une partie tous les mois en attendant que chacun soit disponible, c'est pénible, et puis tu as oublié la moitié des règles, et puis tu repars, tu as oublié les trucs stratégiques qu'il faut faire et tu refais les mêmes erreurs à chaque partie. Donc j'aime bien pouvoir enchaîner ce genre de choses, et avec une pause entre chaque partie. Une partie piscine, une partie pizza, une partie repiscine, et puis une partie d'autres choses pour se changer un peu les idées. Repizza. Ouais. Et ça peut être Assaut sur l'Empire, ça peut être 7e continent avec du Time's Up au milieu, ou du Crew en ce moment, effectivement, qui marche pas mal. Voilà, c'est plutôt quelque chose qui va durer plus qu'une soirée et qui va s'alterner. Quelque chose au soleil, tranquillement. Le plaisir dans la longévité. Lou, quelle serait ta soirée idéale ? Alors moi, c'est un peu comme Waimi. Une fois par an, le marathon de 48 heures. C'est très bien. Pour une soirée jeu. C'est un moment où on les retrouve, ils n'ont plus d'œil, plus de face. Bon, ça va à peu près. Les moments où on arrive à 3 heures du matin, où il n'y a plus grand monde qui joue, à part l'équipe, et puis voilà, on teste de nouveaux jeux. Très souvent, même tout le temps, ça se fait juste après Essen. Et donc, on a la chance de pouvoir tester des jeux fraîchement sortis. Et donc là, pour le coup, avec assez souvent les mêmes comparses. Ouais, ceux qui peuvent tenir 48 heures, déjà, ça limite pas mal. Donc pas trop vieux. Oui et non, ça dépend. Il y a des bons gaillards. Hein. Ouais, d'accord. Ce serait pas mon cas. Big up à Roger. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Roger. Il est pas vieux, Roger, mais c'est un bon gaillard. Bien rattrapé. C'est un marathonneur, Roger. On a tous à apprendre de lui. Emeline, on a commencé par toi, on va finir par toi. Ok, alors en vous écoutant, j'ai essayé de me faire ma propre idée. Il y a entre amis, c'est sympa, chez soi, etc. Mais en ce moment, c'est plus à la sauce, parce que je vais retrouver des gens qui vont jouer assez rapidement et qui vont comprendre les règles assez vite. Et en ce moment, c'est vrai que j'aime bien aussi que ça aille vite. Parce que moi, je me lasse assez vite des jeux, donc il me faut des nouveaux jeux et il me faut des gens qui réfléchissent pas à 3 heures. Donc si possible, des joueurs confirmés. Ouais, t'aurais pas pu jouer à Anachronie avec nous samedi soir, c'est pas... Non, je crois pas. Je vous ai regardé faire, j'étais bien contente de pas être dedans. Et moi, c'est plutôt commencer par un gros jeu et ensuite finir sur les petits jeux. Parce qu'alors, tu vois, les 48 heures, à partir de minuit,
Moi, c'est fini. Il me faut des jeux où il faut pas réfléchir. La dernière fois, on a fait Daiku, il était 23h30. Il faut compter les cartes, mais c'était pas la peine, je pouvais pas. Donc voilà, finir sur des jeux d'ambiance et chanter à tue-tête et des choses comme ça, partir en franche rigolade en fin de soirée, ça c'est chouette. Voilà une bien jolie discussion pour clore une émission qui était bien sympathique également. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à la prochaine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bye.